Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo. Nous sommes étudiants de l'école normale supérieure de Yaoundé 1 en filière mathématiques niveau 4 et nous allons vous présenter notre analyse de l'article de Bruno D'Amour et al. Intitulé « Le rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques de l'enseignement ». Cet article a été écrit dans le but d'améliorer l'enseignement des mathématiques. Il s'adresse aux chercheurs en didactique de mathématiques, aux enseignants de mathématiques et aux futurs enseignants de mathématiques. Cet article montre le lien entre les conceptions épistémologiques de l'enseignant et certains éléments caractéristiques de la didactique des mathématiques. Les auteurs définissent la conception épistémologique comme un ensemble de convictions, de connaissances, de savoirs scientifiques qui cherchent à définir les connaissances d'un individu ou d'un groupe d'individus et leur fonctionnement, ainsi que les moyens d'évaluer leur validité, de les acquérir et donc de les enseigner et de les apprendre. L'épistémologie cherche donc à identifier et unifier différentes conceptions épistémologiques relatives à certaines sciences, à des mouvements de pensée, à des groupes d'individus et des institutions ou des cultures. C'est ainsi que Rousseau distingue l'épistémologie scolaire de l'épistémologie de la société. Par épistémologie scolaire, il entend l'ensemble des convictions explicites et implicites qui circulent au sein de l'école sur les méthodes des objets, finalités, des connaissances, enseignements et apprentissages. L'épistémologie scolaire influe sur l'activité didactique et les programmes car elle influence profondément le choix des savoirs à enseigner, la méthodologie à adopter, les modèles d'apprentissage. Concernant les conceptions épistémologiques, les auteurs montrent que ces conceptions poussent les enseignants à mettre en place des pratiques d'enseignement inadaptées qui renvoient l'apprenant en difficulté à un apprentissage personnel laborieux et qui finira par l'éloigner des apprentissages. Les comportements didactiques résultants et non reconnus comme tels engendrent ce que Rousseau a systématisé en effet. Il s'agit donc de l'effet Topaz qui consiste à suggérer la réponse à l'élève et de l'effet Jourdain qui consiste à accepter une mauvaise raison. Les auteurs montrent également que les conceptions épistémologiques influent aussi sur l'évaluation. Les effets que Rousseau a signalés proviennent de la diffusion des tests standardisés. En effet, par exemple, sous évaluation des apprenants, allongement illimité du temps d'enseignement, concentration sur les savoirs. Des systèmes de conviction sur les processus d'enseignement-apprentissage, les auteurs ont analysé les concepts de milieu et situation didactique, d'obstacles épistémologiques et enfin de contrats didactiques. En ce qui concerne le milieu, les auteurs disent que le milieu devrait permettre à l'apprenant de construire ses connaissances de façon autonome et que celle-ci se lie exclusivement au loisir de ce milieu. L'enseignant est donc celui qui lie l'apprenant à son milieu, d'où le concept de quadrilatère didactique, à savoir savoir-savant, milieu, élève et enseignant. Cependant, cette schématisation ne distingue pas les savoirs à enseigner des connaissances de l'apprenant qui sont distincts. Ainsi, l'hexagone didactique de Rousseau s'avère plus approprié. En ce qui concerne les obstacles épistémologiques, les travaux de Rousseau montrent que certaines notions déjà apprises constituent des obstacles à l'apprentissage de nouvelles notions. La formation des enseignants doit donc contenir des méthodes en rapport avec son épistémologie pour éviter les obstacles épistémologiques, car les enseignants utilisent les éléments de leur épistémologie en classe ainsi que les procédés didactiques qu'ils ont précédemment retenus pour les faire accepter par les apprenants et leur milieu. De ce fait, l'enseignant a tendance à reproduire des problèmes semblables à ce qui donne l'effet Jourdain mentionné plus haut. L'apprenant, quant à lui, doit se situer entre les effets de l'enseignement et ses propres connaissances, sans que l'un n'opprime l'autre, et sous la supervision de l'enseignant. Ces contraintes didactiques finissent par transformer la nature même des connaissances et leur fonctionnement, et cela illustre clairement la complexité des processus enseignement-apprentissage que l'enseignant doit savoir gérer. Parlons enfin du contrat didactique. Le contrat didactique
montre comment un système d'attente, de conviction et d'attente, de conviction et d'interprétation sur les maths, influencés par l'épistémologie, ont des répercussions lourdes, inattendues et surprenantes dans l'apprentissage des mathématiques. On identifie dans ces contrats des comportements chez l'apprenant appelés clauses. La clause des attentes. Ici, l'élève se dit que lorsque l'enseignant pose une question, il doit forcément fournir une réponse. La clause de la constance. L'élève s'habitue à une façon particulière de l'enseignant de proposer des problèmes. Et même si le prof change de façon, l'élève, lui, ne change pas sa façon de raisonner. Et enfin, la clause de l'existence de la justification formelle, qui est propre aux mathématiques. Ici, l'élève pense qu'il doit toujours justifier ses réponses par des procédés, même lorsque cela n'est pas nécessaire. Dans ces cas, on remarque que le contrat didactique fait par une représentation formelle des maths remporte sur la raison. De nombreuses recherches basées sur des expériences ont montré l'influence des conditions des enseignants sur les pratiques des classes. Ces recherches établissent le lien entre les misconceptions et les conditions, car les misconceptions des apprenants proviennent des misconceptions des enseignants. Par exemple, la conception du rapport entre le périmètre et l'air. Beaucoup d'élèves sont convaincus que si l'on prend deux figures A et B planes, si le périmètre de A est inférieur au périmètre de B, alors l'aire de A sera également inférieure à l'aire de B. Une recherche menée sur des enseignants a démontré la présence de ce préconcept chez ces derniers. En définitive, les auteurs ont donc montré dans cet article le rapport entre les conceptions épistémologiques et certains éléments caractéristiques de la didactique des mathématiques. Ils ont également souligné que l'absence de la culture épistémologique adéquate éloigne l'enseignant des objectifs de la didactique. Nous allons à présent donner quelques éléments de notre épistémologie. En ce qui concerne la démonstration en mathématiques, nous avons toujours pensé que pour chaque propriété mathématique, il existe une seule manière de la démontrer. Cependant, en lisant l'histoire épistémologique de certains concepts, on s'est rendu compte que la démonstration du même théorème a été faite par plusieurs savants ayant vécu à des périodes et des ères différents. Un autre exemple est celui du calcul en analyse combinatoire. Pour le calcul du nombre de cas possibles à la réalisation d'un événement, nous pensions qu'à chaque fois qu'on utilise la préposition « et », il s'agissait du signe de la multiplication et qu'à chaque fois qu'on utilisait la préposition « ou », il s'agit de l'addition, ce qui n'est pas toujours exact. Enfin, en ce qui concerne la multiplication dans Z, nous considérons le signe moins comme ennemi et le signe plus comme ami. Ainsi nous avons ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est-à-dire moins fois moins est égal à plus. Un autre exemple, l'ennemi de mon ami est mon ennemi, c'est-à-dire moins fois plus est égal à moins. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile.